Bonjour à toutes et tous, vous êtes sur la mêlée numérique, sur l'événement Numérique en commun Occitanie 2025. Et voilà, ça fait un petit bout de format là qu'on vient de passer ensemble avec des élus, des officiels, des secrétaires généraux, des associations aussi. Voilà, on continue sur cette lancée, en tout cas, de l'inclusion numérique. Et on sait ô combien cet écosystème dépend de logiques partenariales. De logiques partenariales en quête d'efficacité, de coordination, de ressources, de solutions. Et c'est là donc l'heure des pitchs. Des pitchs qui, autour de différentes thématiques, vont nous permettre aussi de voir peut-être comment travailler avec d'autres acteurs, si ce n'est pas déjà le cas, ou d'en savoir un peu plus sur ce qu'ils ont à apporter à ce domaine-là, leur contribution aussi. Et donc j'ai l'honneur de recevoir nos speakers, comme on dit, non, pas du tout, j'aime pas ce mot en anglais en fait, nos intervenants. J'ai essayé parce que pitch ça fait très anglophone, mais non. Nos intervenants et intervenantes, merci d'avoir accepté ce défi, parce que l'exercice du pitch, donc, c'est un exercice court, rapide, impactant, efficace, concis, et c'est pour ça que je vais m'arrêter là aussi. Et pour passer la parole, donc, dans cet ordre, tout d'abord Françoise Live. On peut l'applaudir pour l'encourager. Ouais, merci. Donc je te laisse le micro, tu peux vraiment occuper la scène. Et donc tu as le temps que tu... 2 minutes. Merci Louis et la mêlée de nous avoir encore invités cette année, France Travail, à intervenir dans ces super manifestations dans lesquelles nous participons par les Jobsticks, par des opérations numériques pour elles. Voilà, enfin le propos aujourd'hui, c'est de vous amener faire un petit tour avec France Travail. France Travail qu'on connaît, on a une idée à peu près de ce que c'est, mais on ne sait pas exactement ce que font les gens à France Travail. Je vais vous amener un petit peu en arrière. Il y a 25 ans, on utilisait le Minitel. À France Travail, on utilisait le Minitel pour faire de la messagerie, pour contacter les organismes de formation. Et puis 25 ans après, on utilise l'IA. Alors il y a eu un gap, il y a eu une évolution. Le 3615, c'était pas le 3615, c'était le 3614 ANPE à l'époque. Je ne sais pas si certains peut-être l'ont connu. Peut-être, non, vous êtes tous trop jeunes. Ah si, monsieur, au fond. Ouais, 3614 et pas l'autre. ANPE. Donc, le monde de l'emploi évolue avec les évolutions technologiques, bien sûr, et l'IA est au centre de ces évolutions technologiques. Il faut avancer avec, et France Travail se développe aussi pour avancer. Il faut savoir que 77% des demandeurs d'emploi aujourd'hui utilisent l'IA pour leur recherche d'emploi. C'est pas rien. 68 sont super à l'aise avec l'outil. Pour autant, on a, à l'autre opposé, on a 18% des demandeurs d'emploi qui sont en situation de fracture numérique, d'électronisme. Et 15% en Occitanie, alors je donne les chiffres Occitanie, 15% en Occitanie qui sont en situation d'illettrisme. Donc on peut dire que s'ils sont en situation d'illettrisme, ils sont aussi en situation d'électronisme. L'utilisation de l'IA aujourd'hui se généralise autant en interne pour nos conseillers, l'ensemble des collaborateurs peuvent utiliser et ont le loisir d'utiliser de l'IA. On a des partenariats. On a créé le chat FT, France Travail, qui est utilisé aujourd'hui pour simplifier les tâches administratives des collaborateurs. Et puis on a noué des partenariats aussi avec Mistral AI pour nous aider aussi dans cette évolution au sein de France Travail. L'interne, mais aussi l'externe, les demandeurs d'emploi qui utilisent ça, mais aussi les entreprises. Vous savez que l'entreprise, enfin le secteur qui utilise le plus l'IA aujourd'hui, vous le connaissez? Allez, le secteur... Ça en fait partie, mais ce n'est pas le premier. C'est le deuxième, oui, tout à fait. Mais le premier, c'est l'agriculture. 58% d'utilisation d'IA dans l'agriculture. Ça pourrait paraître étonnant, mais enfin, on utilise pas mal les algorithmes pour, je sais pas, pour prévoir la météo, pour
pour conduire les engins, pour utiliser aussi les résultats des données satellites. Enfin voilà, je n'ai pas été creusé, mais enfin aussi c'est des chiffres. On a entre 58% de l'agriculture, le monde bancaire aussi utilise à 40%, pour vous dire, pour la finance. Donc bon, voilà. Que l'on utilise aujourd'hui, qu'on développe ou que l'on teste de nouvelles possibilités de l'IA, ben c'est ce qui... on est loin du Minitel. Mais on est loin aussi de répondre aussi par ces évolutions aux difficultés que rencontrent les demandeurs d'emploi. Il y a un gap énorme qui s'installe entre ceux qui sont à l'aise avec les outils, avec cette nouvelle, surtout la génération Z, mais pas que, parce que bon, là aussi on se rend compte que les jeunes ont des difficultés. Et ce gap-là, nous, on doit le combler. C'est-à-dire que notre offre de service à France Travail doit être aussi bien adaptée à ceux qui sont en avance et qui peuvent utiliser ces outils, rédac CV, la gestion des plannings, des calendriers, des emails, tout ça dans l'espace personnel du demandeur d'emploi, développement de l'emploi store aussi, avec des MOOC, des accompagnements pour... l'emploi store, je ne sais pas si vous connaissez, c'est accessible directement en tapant sur le moteur de recherche emploi store et vous tombez sur des outils qui vous permettent d'avancer par thématique et qui utilisent l'IA pour essentiellement préparer les entretiens d'embauche, mais aussi choisir la bonne entreprise par rapport à ses besoins aussi sur un territoire. C'est assez varié. Il s'en développe toujours. On fait appel à des partenaires externes pour alimenter l'emploi store, mais aussi on crée aussi chez nous avons des intrapreneurs qui développent des outils pour les demandeurs d'emploi, mais pas que. Hein. Il y a des outils aussi pour les entreprises. Donc, une évolution des outils, une évolution de posture aussi au sein des agences avec les collaborateurs, une mise à niveau avec les entreprises également, avec qui nous signons des partenariats. Et puis, cette évolution de l'offre de service passe aussi par une évolution de tous les outils, tous les tests, tous les diagnostics que l'on peut réaliser pour les demandeurs d'emploi qui sont, eux, en difficulté. 18%, c'est pas rien, ça représente à peu près 50-60 000 demandeurs d'emploi. Il faut les accompagner. Comment on fait aujourd'hui? On signe des partenariats avec la Mêlée, on signe des partenariats avec des Open Classroom, l'IBM, avec Orange, avec Google aussi également pour nous accompagner sur le développement d'ateliers numériques. Et puis avec Pix aussi, puisqu'aujourd'hui on utilise pour l'inscription des demandeurs d'emploi, on propose aux demandeurs d'emploi de diagnostiquer leur niveau de connaissance dans les outils numériques. Et ce diagnostic donne, en fonction des résultats, va amener le demandeur d'emploi à utiliser des services qui sont en fonction du résultat du test. Soit ils sont absolument pas au niveau pour être à l'aise avec une recherche d'emploi, puisqu'on utilise des outils numériques, soit ils sont un petit peu plus à l'aise, 50-80% de résultats au test. À ce moment-là, on met en place des ateliers particuliers, et au-delà de 80%, voilà, ils sont à peu près autonomes et peuvent utiliser d'autres outils. On développe des partenariats aussi avec les tiers-lieux. Donc voilà, les tiers-lieux, la Rosée, on a signé une convention. Et dans les axes de la convention avec les tiers-lieux, c'est aussi un axe sur l'accompagnement numérique des personnes. On est au plus près du terrain, au plus près du besoin. Et avec un accompagnement, là j'ai un exemple de ce matin sur des conseillers numériques qui interviennent au sein des tiers-lieux, qui peuvent accompagner les demandeurs d'emploi au sein de ces tiers-lieux, parce que des lieux un peu nouveaux, innovants, proches des domiciles des demandeurs d'emploi souvent, et qui nous proposent à nous de collaborer en fait et de développer une offre de service un peu nouvelle. Donc merci à la Rosée. On va faire le bilan de la convention prochainement à la fin de l'année pour partir sur de nouvelles perspectives. Donc d'autres partenariats
sur l'illettrisme, l'illettrisme, c'est quand même aussi un fléau aujourd'hui. 15% des demandeurs d'emploi, quand on parle d'illettrisme, on parle d'électronisme aussi. On vient de signer le 10 septembre dernier une convention avec l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, la NLCI, dans lequel on va développer des plateformes de passation de tests. C'est fini déjà. Des plateformes de passation de tests, PIX et EVA, pour repérer les personnes qui sont dans ces fractures qu'il faut combler pour pouvoir amener les demandeurs d'emploi à être le plus autonome possible. Donc les partenariats, c'est mon métier. Si vous voulez créer des partenariats avec France Travail, eh bien je suis là. On est une équipe, hein, je ne suis pas toute seule. Hein, on est et merci pour votre écoute. Et si vous avez des questions, peut-être on pourra en parler tout à l'heure. Merci à vous. Merci. On est très heureux de compter France Travail parmi les membres du comité stratégique de RINOC aussi, et également d'être cofondateur de La Rosée, hein, sur ces tiers-lieux si utiles et qui concentrent tellement d'activités riches pour les territoires et ses populations. Sans transition, on va parler de numérique éducatif. Je vous prie d'applaudir et d'accueillir, pour aussi les motiver, notre nouvelle partenaire aussi sur cet événement, Hélène de UNOI. Merci pour votre accueil. Je suis très fière d'être aujourd'hui face à vous. J'accompagne les organismes depuis plus de 15 ans dans le numérique, la digitalisation et les transformations numériques. Et je ne vais pas revenir sur les chiffres que vous avez donnés, c'est parfait, comme ça me raccourcit mon pitch à moi. Mais je voulais juste vous donner une petite anecdote. La rentrée scolaire s'est passée il n'y a pas très longtemps, et imaginez un étudiant qui arrive sur les bancs de la fac, à Toulouse ou à Montpellier ou ailleurs en Occitanie par exemple, et tous ces élèves sont sur leur PC en train d'enregistrer le cours au travers de l'IA, et puis lui, il ne sait pas trop bien l'utiliser, et donc il va un peu moins vite que ses camarades. Et bien ça, c'est déjà le réel. On a parlé des exemples que vous donniez sur France Travail. S'il veut trouver un job, il a besoin de savoir et de comprendre comment ça fonctionne. Et si je vous dis que par exemple, à Perpignan, un élève, il est dès le collège doté d'un PC individuel, et au lycée également. Si je vous donne un autre exemple, à Avignon, qui est dans la région juste à côté, eh bien, il est doté d'un PC au collège et d'une tablette au lycée. Et puis alors je vais aller encore plus loin, comme ça je ne vais pas me friter avec les régions connexes, mais à Cherbourg, il n'est pas doté du tout. Voilà. Il n'y a pas de règles au niveau national de comment on dote les élèves. Donc ça explique peut-être les chiffres que vous a présentés, madame. J'en avais plein, moi, également en tête. Mais voilà, je ne vais pas revenir dessus. Et en plus, vous connaissez la méfiance qu'il y a vis-à-vis des écrans, les risques associés aux écrans. Et donc, ça ne favorise pas toujours l'accès au numérique en classe de manière propre et consolidée. Et donc, l'inclusion numérique des élèves. L'école, aujourd'hui, c'est la clé des compétences pour le futur, pour travailler évidemment, mais pour aussi s'insérer dans la société correctement. Et ces compétences numériques, on en a besoin. Il y a évidemment des évaluations nationales sur le numérique au sein des établissements scolaires, mais ce n'est pas parce qu'il y a une évaluation que derrière, il y a des actions. Et donc, UNOI a fait cette problématique la mission de l'entreprise, le numérique éducatif pour tous. Et je vais vous dire maintenant qui on est. UNOI, c'est une entreprise de 200 collaborateurs basée en France qui existe depuis plus de 15 ans. On est fabricant de matériel informatique, donc en fait, à l'instar des grands matériels du marché que vous retrouvez dans les grandes boutiques traditionnelles, on a des PC et des tablettes qui sont dédiés à l'éducatif. On ne met pas de marque dans la main des élèves, la nôtre, mais en fait, cette marque-là, vous la retrouvez pas ou très peu dans le grand public, à part quand elles sont revendues par les élèves plus tard parfois. On a fait un matériel qui se veut robuste, adapté en termes de taille d'écran, de solidité et d'usage pour les élèves, que ce soit de l'école primaire, du collège ou du lycée. On a 400 clients sur tout le territoire français. On a une vingtaine de départements qui nous font confiance. Une région, la région Île-de-France par exemple, qui équipe, comme l'Occitanie, les 150 000 lycéens avec nos matériels. Donc c'est vraiment un matériel éprouvé, voilà, pour vous donner un ordre d'idée. Mais on va plus loin, on a aussi une suite logicielle. Cette suite logicielle, elle permet aux collectivités, dans le contexte de l'éducation, de manager son parc, parce que c'est important aussi de savoir gérer les PC d'un parc qui est un peu hétérogène. Vous imaginez bien, entre les établissements scolaires, le bazar, permettez-moi l'expression, que ça peut être parfois entre les usages d'un enseignant,
d'élèves qui cassent le matériel, etc. Donc nous, on pilote ce parc pour la collectivité. Et puis ensuite, on a une suite logicielle dédiée aux enseignants pour qu'ils puissent avoir des usages facilités en classe. Mais on va plus loin également, puisque on fait de l'accompagnement. C'est-à-dire que dès que vous achetez une machine Unoway, vous avez systématiquement, et c'est là l'inclusion numérique, un chef de projet qui vient, par exemple, à Ballaruc-les-Bains ou à Blagnac ou à Tournefeuille encore récemment, accompagner les enseignants à chaque rentrée et puis au milieu de l'année, à la fin de l'année dans leurs usages numériques et les faire comprendre comment l'utiliser en classe. On ne vient pas remplacer le papier, mais évidemment savoir comment animer une classe. Nous, quand ça ne fonctionne pas, un petit écran, on est patient derrière un écran, on va attendre que Teams se connecte ou l'outil collaboratif que vous utilisez. Les élèves ne le sont pas, quel que soit l'âge. Donc nous, on accompagne cet usage-là. Et ensuite, on est également centre de formation, donc la School Academy, et par exemple les Pyrénées-Orientales, qui nous font confiance depuis plusieurs années, qui équipent leurs collégiens massivement tous les ans avec nos matériels. On fait le choix cette année de la School Academy et de donner un accès à la formation aux enseignants, au-delà de ce qui se fait ou ce qui est peut-être dispensé, mais au moins, quand ils passent dans nos outils, ils ont le petit bouton pour accéder à la formation et savoir être formés sur la plateforme de la School Academy. Donc vraiment, c'est ça la dimension inclusion numérique sur le territoire. C'était un peu le thème d'aujourd'hui que nous, on veut apporter. On héberge toutes nos solutions en France. Nos collaborateurs sont en France, donc on conçoit nos solutions, on les développe. Le support et le SAV est en France. On est distribué par l'UGAP, je voyais que c'était partenaire de la mêlée numérique, on est ravis qu'il le soit, puisqu'on est également distribué par les canaux de distribution classiques. Et puis, donc, j'ai entendu des mots aussi dans le salon sur la souveraineté. Voilà, nous, je reparle de la marque dans la main des élèves. On accompagne des classes Ulysse. On va aussi accompagner la DSDN du 34 qui aussi équipe les personnes en situation de handicap. On a un store applicatif qui a des applications numériques qui sont dédiées à des types de handicap et donc qui permettent aux enseignants d'adapter leur discours et les usages qu'ils ont également en classe. Donc pour nous, voilà, l'inclusion numérique, ça fait partie de notre quotidien. Et j'ai envie de dire, c'est pas engagez-vous, c'est accélérer avec nous pour conclure aujourd'hui avec vous, parce qu'on a aussi besoin de cela. Voilà. Et respecter, juste une dernière question, du coup, on a encore quelques secondes, vous avez pris un peu moins du temps que prévu. Quel type de collectivité concrètement se lance avec un partenaire équipementier, de logiciels qui apporte ça, enfin, quel est le profil de collectivité, quand est-ce qu'elle se dit, bon ben là... Il y a les bons et les mauvais clients. Il y a les mauvais clients, je commence par eux, c'est ceux qui veulent juste doter d'équipements matériels. Voilà, ils ont décidé de mettre du numérique, ils se lancent et ils achètent du matériel. Ceux-là, on aime bien parce qu'on leur vend aussi, mais ça n'a pas d'intérêt pour les enseignants. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que on a équipé, on a bien fait en bas de la ligne la signature du contrat. Ils peuvent le dire éventuellement politiquement qu'ils ont fait du numérique en classe, mais en fait, ça reste au placard. Et donc en période de disette et d'économie, voilà, ça pour nous, c'est des mauvais clients, dans le sens où derrière, ils ne suivent pas notre dynamique. Donc en fait, on est super parce qu'on vend des matériels, mais derrière, ça ne sert pas notre mission d'entreprise, si je puis dire. Les bons clients, ce sont ceux qui ont un projet global qui vont de bout en bout. Et donc, ils profitent de Unoway pour aller de bout en bout, one shot. C'est-à-dire, quand ils achètent le matériel, ils ont tout inclus. Ils ne se posent pas la question de ce qu'ils doivent faire en plus pour accompagner le numérique. On sait le faire et du coup, ils achètent le matériel et c'est bundlisé dans le prix de la machine. On ne se pose pas la question d'acheter des prestations à droite et à gauche. Donc ceux-là. Et qui sont ces gens-là? Ce sont soit des directeurs informatiques des collectivités qui ont une appétence pour le numérique éducatif et qui vont aller vers ces travaux-là, ou les directions de l'éducation et de la jeunesse que vous rencontrez dans vos mairies, dans vos départements ou dans vos régions. Voilà. Merci d'avoir répondu à ces questions. Donc, aussi. Et enfin... Juste avant de commencer, un petit clin d'œil à Unoway. Hein. Vos PC sont très qualitatifs. J'ai des collègues parisiens, parce qu'on a le siège de la DSI qui est à Paris, qui m'ont demandé pourquoi nos PC n'étaient pas aussi beaux que ceux fournis dans les lycées. Donc c'est comme ça qu'on a découvert Unoway chez Enedis. Bon, et si on a à donner aussi, hein, n'hésitez pas. C'est ça. Je te laisse l'espace. Tu Oui, as la tapette ici. Bon, j'ai prévu que 3 slides. J'ai prévu très court. Je me suis dit, je passe à la fin de la matinée. Vous aurez tous très faim. Mais n'hésite pas à poser des questions si j'ai vraiment fait trop court. Pas de problème. Et du coup, tu as la zapette là. Oui, très bien. Et tu as ici le timer, etc. Allez, en plus, c'est bonus, il ne compte pas encore.
Donc Thibaut Cabri, moi je travaille chez Enedis, qui est le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité sur 95% du territoire métropolitain. Donc finalement, le lien avec le territoire, c'est un impératif pour nous. On est au contact de tout le monde, des collectivités, qui nous passent plus de 360 concessions qui ont une durée de 25 ans. Et donc on s'efforce d'être au plus proche d'elles et de les accompagner dans leur quotidien. En 2023, nous sommes passés entreprise à mission. Alors ça doit parler à certains. Moi, personnellement, je ne misais pas 3 copecs sur le fait que ça allait changer l'entreprise. Et pour autant, on a senti une dynamique qui est montée petit à petit. C'est arrivé par le COMEX, les CODIR, qui ont demandé quels étaient les enjeux RSE des différents projets, quelles actions on pouvait mener. Il y avait 5 raisons d'agir dans cette entreprise à mission. Et il y en a 2 qui ont généré notre projet aujourd'hui, qui étaient agir pour le territoire et agir pour l'environnement. Côté informatique, nous, on n'est pas le cœur de métier. Le cœur de métier d'Enedis, c'est mettre à disposition l'électricité de toutes et tous. La majorité des actions de l'entreprise à mission sont tournées autour de ça. Mais l'idée d'une entreprise à mission, c'est de travailler au-delà de son cœur de métier. Et c'est pour ça que nous, on a pu avancer sur ce sujet-là et que nos directions nous ont suivis. Ça s'est décliné en 2024 avec un engagement dans notre plan d'action du label NR niveau 2. Sur la partie matérielle, on avait envie de donner du matériel. Enedis, c'est un parc de 50 000 PC, 48 000 smartphones, qu'on renouvelle de moins en moins souvent, finalement, mais pour autant, il y en a qu'on renouvelle. Les PC, c'est à peu près 12 000 qui sortent chaque année. Et on avait envie, au-delà des filières habituelles de revente, d'en donner une partie. Et donc ça a été l'engagement numéro 19 qui est venu taper sur plusieurs items de notre programme numérique responsable, ce qui a bien gêné les pilotes de l'eau parce que j'interviens un peu partout et je fais plusieurs comptes rendus. Et donc on le mène de façon transverse, ça c'est très très important, entre l'ADSI, le pôle RSE national et les directions territoriales en région. Finalement, chez nous, il y a assez peu de projets comme ça qui sont transverses. Donc on est transverse au sein du programme, mais on est aussi transverse au sein des entités d'Enedis. Et en plus, du coup, j'interviens dans 3 ou 4 réseaux à chaque fois pour porter les démarches. Donc, c'est hyper intéressant, ça fait rencontrer plein de gens. Les avantages de l'entreprise à mission qu'on ne voit pas au début. Alors, Enedis a toujours donné des ordinateurs, ça c'est toujours fait, de la bonne ou de la mauvaise manière. De la bonne manière chez certains délégués filière SI ou responsables RSE qui connaissaient la filière ou leur contact de proximité IT. Ça se faisait de la mauvaise manière dans d'autres endroits où finalement des délégués territoriaux achètent un reconditionneur pour les donner au titre d'Enedis. C'est un peu dommage de faire ça alors que nous, on a tout un vivier qui est disponible. Et donc, on a voulu aller plus loin et mettre en place une démarche nationalisée, industrialisée, qui nous permettrait à terme de donner 1500 à 2000 ordinateurs chaque année. On voulait aussi adresser des petites structures au-delà des grands centres urbains qu'on a l'habitude de connaître. Et ça, c'est pas forcément évident. Parce que du coup, il faut aller les trouver, il faut les identifier, il faut adresser leurs besoins et y répondre de façon correcte. Juste avant, on a dit que ça ne sert à rien de donner des PC sans accompagnement, ça ne sert à rien d'en donner 70 à une petite équipe de 3-4 personnes. Donc pour ça, on a été accompagné par la Mednum et Rinoc. Pourquoi Rinoc? Parce que comme dans tout grand dispositif, on est un peu agile et on commence à une expérimentation. Et donc on l'a mené en Occitanie avec l'aide de Rinoc, le hub inclusif. Donc tout d'abord, côté Enedis, on a choisi quel matériel on donnait, des matériels qui ont 5 ans, compatibles Windows 11 et encore valables un petit peu. On a identifié nos populations cibles et des partenaires déjà existants. L'idée, ce n'était pas non plus de tout révolutionner et de bypasser nos directeurs territoriaux. On a eu quasiment une 50aine de demandes pour 700 ordinateurs. On en avait 300 à donner. Donc, on a fait un comité qui nous a permis de valider les structures destinataires et les volumes qu'on donnait. Certains nous ont demandé 70 ou 80 PC. Ça faisait beaucoup trop vis-à-vis de l'offre qu'on faisait. Et derrière, on a validé de façon collégiale. On s'appuyait sur des structures relais pour la partie installation des systèmes d'exploitation. Ce n'était pas du reconditionnement. Normalement, on ne donnait que des PC en bon état. Normalement. On s'est rendu compte qu'il y avait des trous dans la raquette. Un peu tout du long du processus. Et on s'appuyait sur des structures relais qui étaient le lot numérique, que je remercie chaleureusement, et la mêlée, côté Toulouse et Montpellier, qui se sont prêtés au jeu de réceptionner les PC, réinstaller le système d'exploitation qui pouvait être soit Windows, soit Linux en fonction des demandes des associations, et faire la distribution du dernier kilomètre. C'est des opérations qui peuvent coûter relativement cher quand nous on les paye, et dans nos DSI, c'est un vrai obstacle qu'on rencontre. Donc on essaie de bypasser tout ça via cette expérimentation. Donc 3 structures relais, une expérimentation en Occitanie, 300 ordinateurs donnés à 29 structures destinataires, des structures très différentes, avec des populations très différentes, et c'était là notre principal objectif. Alors on a transpiré, il y a Khadija de mon équipe qui est dans la salle qui m'a accompagné sur le projet. Au début, tout était nickel, tout était rodé quand il s'agissait de choisir les assos, les collectivités avec l'aide de la Mednum. Bon, dès qu'on a commencé à envoyer des PC par lot
à pas suivre les numéros de série, à plus savoir combien il y en avait, avec les assos qui disaient pas maintenant, dans 3 mois, mais en fait maintenant, mais en urgence. Ça a été un peu la zoubida, mais on avait dit 30 juin, c'est terminé. On est plutôt en train de terminer maintenant. Mais en tout cas, ce dont on est très content, c'est les résultats, vous les voyez là. On a adressé plein de populations différentes, des jeunes, des familles, des étudiants, des femmes. La mixité, c'est un vrai enjeu pour Enedis. On n'a que 25% de femmes dans nos effectifs. Si on en accompagne plus vers l'emploi, elles viendront peut-être vers nous enrichir les rangs d'Enedis. On a pu accompagner des partenaires déjà existants d'Enedis, comme par exemple les Ombres, qui travaillent auprès des jeunes de l'ASE, Unicité ou les PIMS, des structures qu'on accompagne notamment avec du mécénat. Ça permet d'avoir une approche un peu globale des jeunes et de leur donner le plus de chances possible pour la suite. Mais du coup, gros avantage du dispositif, c'est qu'on a pu identifier des toutes petites structures. Alors, petite structure, par exemple, l'antenne locale de la Croix-Rouge, nous, on ne connaissait pas du tout. On pensait que c'était que du premier soin, mais en fait, beaucoup plus que ça. Graines d'avenir, Comminges-Pyrénées, ça m'a fait très plaisir, parce que moi, je suis originaire du Comminges, et c'est vrai qu'on entend très peu parler, et là, on a trouvé une structure à accompagner. Un café associatif, l'Escabel, qui avait besoin, il me semble, de 2 ordinateurs. Donc, des fois, quand on pense des dons, on voit des grandes assos nationales qui viennent nous en demander 1500. Mais en fait, avec 1, 2, 3 PC, on peut faire changer les choses localement. Et une médiathèque de Mercus, parce que la bibliothèque historique a évolué. Aujourd'hui, on est sur du numérique. Et souvent, l'accès au numérique se fait dans un endroit où on le partage. Ça me permet de dire aussi que dans ces dons-là de 300 ordinateurs, il y en a 80% qui étaient à destination des usagers des différentes associations et collectivités, et 20% pour des actions de médiation, ce qui permet de les réutiliser. Alors, vous allez me dire, ils seront peut-être un peu moins utilisés parce que 2 heures par semaine, oui, mais plusieurs personnes vont passer dessus. Donc ce mix-là qu'on n'avait pas identifié au début était aussi une plus-value du dispositif. Et je peux rajouter qu'en plus, il y a des associations qui sont venues rajouter de la formation, et Combustible, par exemple, aussi Coval, des PC qui venaient aider de façon générale, mais d'autres qui s'inscrivaient dans un parcours complet de professionnalisation, etc. Donc des vrais co-bénéfices. Voilà. Et pour terminer, finalement, c'est un chantier qui nous a fait beaucoup plaisir au sein de l'équipe. Aujourd'hui, si je suis encore dans mon poste, finalement, c'est grâce à toutes ces actions numériques responsables. On parle souvent exonération fiscale, gain en image, etc. Mais les équipes y voient un grand intérêt. Elles ont plus de plaisir à faire ça, même si ça prend du temps et que c'est laborieux, que de gérer de la revente avec du SAP, des devis, des commandes. On ne peut pas tout passer par ces filières-là parce que c'est très chronophage, ça prend du temps. Les structures relais, on ne peut pas non plus les esclavagiser pour faire tous nos PC gratuitement. Mais en tout cas, ça a du sens de le faire pour une grande entreprise et c'est quelque chose de concret. Les ordinateurs, ils ont encore 2-3 ans de vie et ils serviront beaucoup par la suite. Merci beaucoup. La matinée se termine. On va pouvoir retrouver You Know Why dans l'espace stand en bas tout à l'heure pour aller plus loin sur ce qu'ils font avec une démonstration. On va retrouver aussi Thibaut dans la deuxième session. Merci beaucoup.